l'entretien du marquis, bonjour à tous. Sandrine Rousseau agresse un chauffeur de taxi. Une vraie fable écologiste. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal avec les merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Michel Ropost, Elisabeth Écois, Laurent Ziran, Le Darwinien, Voilier 56. Merci à eux, ce sont des fidèles parmi les fidèles. Et puis je tenais aussi à vous remercier de votre soutien indéfectible, le petit pouce bleu levé, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Vous savez que ma dernière vidéo, elle a un petit peu suscité la polémique. J'ai reçu de très nombreux messages agressifs, des attaques de trolls. Bon, on commence à avoir l'habitude. Mais je vais faire quand même mon autocritique parce que lorsqu'on propose un point de vue, il faut que tout le monde comprenne ce que je peux dire. Or, souvent, cela vient après des années d'expérience sur un sujet et je ne contextualise pas suffisamment. Et certains m'ont agressé alors que je disais exactement comme eux. Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Nous sommes en 2015 et le juge antiterroriste Marc Trévidic explique au Journal du Dimanche, dans Paris Match, etc. La menace terroriste, le pire est devant nous. Oui, la France n'avait jamais atteint un tel niveau d'alerte. Le juge antiterroriste Marc Trévidic accuse également le pouvoir politique d'inaction de ne pas prendre en compte la réalité de la situation, la gravité. Tous les signaux sont au rouge, nous disent Marc Trévidic. Nous sommes le 30 août 2015. Vous pouvez revoir sur la petite vignette. Les journalistes interrogent Marc Trévidic. Il y a un numéro de C'est dans l'air. Marc Trévidic annonce les attentats du Bataclan. Pendant ce temps-là, le pouvoir politique, lui, est bien bas dans les sondages. Les codes de popularité de Hollande et Valls en berne. Nous sommes le 18 octobre. Il faut aussi ajouter que Michel Goya, oui, le Goyafi, dans son blog Le fil de l'épée, annonce le mode opératoire des attentats du Bataclan. Il explique que ça va être dans plusieurs points. Tout le monde était au courant. Mais alors, si tout le monde était au courant, pourquoi il n'y a pas eu d'action de l'État ? Ça, c'est à l'enquête de révéler ce genre de choses. Par contre, après les attentats, qu'est-ce que l'on constate ? Explosion de la popularité de François Hollande dans les sondages. Mais quelles sont les raisons qui ont permis ce rebond ? Selon les journalistes de la presse aux ordres, François Hollande apparaît comme protecteur. Oui, vous entendez bien, comme protecteur. Alors qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo en janvier, il n'a pas su les protéger en novembre. Le juge antiterroriste a prévenu l'exécutif. Eh bien, il apparaît comme protecteur. C'est énorme. Et, qui plus est, les Français estiment que François Hollande, à ce moment-là, a un profil de rassembleur. Rassembleur, François Hollande, il n'a pas cessé de cliver les Français autour des thématiques progressistes, de belles inversions accusatoires, si je puis me permettre, orwellien. Et cela marche à chaque fois. Vous laissez faire la délinquance, les attentats, de toute façon, le jour des élections, vous allez expliquer que le vrai péril, c'est le péril de l'extrême droite. Et vous permettez à un de vos ministres, complice de votre action, Emmanuel Macron, d'être élu en 2017 et d'être réélu en 2022. 122 attaques au couteau par jour, je vous ai donné les chiffres hier, et rien ne change. Mais pourquoi voulez-vous que cela change ? Il capitalise sur ce genre de faits. Et si on regarde l'action, par exemple, d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit qu'en mars 2019, après l'épisode des Gilets jaunes, il a du mal à rebondir. Un sondage lui donne 1 point de plus, mais on comprend bien qu'il stagne. Comment Emmanuel Macron a-t-il pu se sortir de ce creux ? Certains sondages, d'ailleurs, l'annonçaient même à 23% à ce moment-là. Eh bien, on va regarder d'autres sondages au mois de juin. Ils sont très flatteurs. La popularité du tandem exécutif décolle en juin. Plus 6 points pour Emmanuel Macron, plus 3 points pour Édouard Philippe. Le tandem exécutif connaît un net regain de popularité en juin 2019, selon le dernier baromètre politique Odoxa publié ce mardi.
tous les instituts de sondage montrent qu'entre mars 2019 et juin 2019, il s'est passé quelque chose qui a permis à Emmanuel Macron de reprendre son envol dans les sondages. Oui, vous vous en souvenez, c'était l'incendie de Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame a permis à Emmanuel Macron de tourner la page des Gilets jaunes et d'apparaître aux yeux des Français, comme d'habitude bien porté par la presse aux ordres, comme un protecteur, comme un rassembleur et même comme un bâtisseur. Pourquoi voulez-vous qu'ils agissent ? Ils capitalisent politiquement sur les drames nationaux. Déjà, le juge Marc Trévidic l'annonçait en 2015. Et lorsqu'il se présente aux élections, ce n'est pas bien compliqué. Malgré les attentats, malgré les attaques au couteau, malgré tous les problèmes de la société française, il vous présente le vrai péril, le péril d'extrême droite, qui n'existe, vous le savez, que dans leur imagination. Et qu'ont-ils fait à Annecy ? Les mêmes recettes que pour le Bataclan, pour Charlie Hebdo, pour tous les attentats qui se sont succédés en France, la niaiserie. Regardez, après le drame d'Annecy, une chanteuse entonne un hymne à la faiblesse sous le regard bienveillant des autorités. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. 10 ans de fleurs, de ballons, de doudous et de chansons niaises pour que rien ne change. Macron a donc tourné l'épisode des Gilets jaunes avec l'incendie de Notre-Dame. Il a clos l'épisode de la contestation de la réforme des retraites avec l'attentat d'Annecy. On comprend mieux pourquoi les journalistes du Canard enchaîné écrivent qu'ils attendent ce genre de fait avec gourmandise. Ils vont pouvoir capitaliser politiquement sur les drames nationaux. Ils n'ont donc pas intérêt de s'occuper de la délinquance et ce genre de choses. D'ailleurs, la réalité, c'est que Emmanuel Macron est très proche du fils Soros. Vous savez que George Soros, vient de céder la direction de l'Open Society à son fils, que vous voyez à l'écran en train de serrer la main à Emmanuel Macron, Alexandre Soros. Et le quotidien des Français, vous le connaissez, ce sont des agressions, ce sont des problèmes de délinquance qui ne sont jamais résolus. Et puis nous apprenons un incendie ce soir à l'église Saint-Gabriel dans le 20e. Nous attendons les conclusions de l'enquête. Et puis maintenant, nous allons ouvrir la page des gens qui aident Emmanuel Macron à conserver le pouvoir, qui vont l'aider lorsqu'il aura ce narratif, le péril de l'extrême droite pour être réélu. J'entends parler de la violente et terrifiante Sandrine Rousseau. Oui, Sandrine Rousseau a agressé un chauffeur de taxi dans Paris. Sandrine Rousseau se rendait à son marché, comme Perrette, avec son petit panier. Et là, elle assiste à une altercation entre un cycliste et un chauffeur de taxi. Son sang d'écologiste ne fait qu'un tour. Elle vole au secours du cycliste et elle, avec ses petits poings, elle cogne sur le chauffeur de taxi. Oui, elle cogne sur le chauffeur de taxi. Vous me croyez pas ? Je vous ai mis la vidéo dans la description, n'hésitez pas, c'est grotesque, c'est hilarant. Le seul petit ennui, c'est que la vidéo n'est pas très bonne, mais la capture d'écran non plus. Mais on voit bien que c'est le cycliste qui donne en premier un coup de poing au chauffeur de taxi, qui évidemment, lorsqu'il est au feu, sort pour rappeler à cet individu que ça ne se fait pas. En tout état de cause, la police déterminera les responsabilités de chacun. Mais vous avez dans cette vidéo de Sandrine Rousseau qui agresse un chauffeur de taxi l'idéologie écologiste démasquée. Lorsqu'ils sont devant les caméras, ils vous expliquent « Nous sommes le bien, nous sommes le bien ». Mais on aimerait un peu savoir qu'est-ce que c'est que le bien selon les écologistes. C'est une petite frange de la population française qui essaie d'imposer ses idées sectaires et démentes à l'ensemble de la population française à l'aide de la violence. J'exagère ? J'ai quand même quelques exemples cette semaine à votre service. On va regarder par exemple le tweet de Marine Tondelier qui est assez étonnant parce que j'ai strictement rien compris au début. Il a fallu que j'aille dans la presse trouver des solutions. Suite à ses blessures, Karim, alors qui c'est ce Karim, je ne l'ai pas trouvé, s'est vu prescrire 30 jours d'ITT. Selon les témoins sur place, les motivations des agresseurs étaient clairement racistes. Comme Sandrine Rousseau qui a préféré agresser un chauffeur
maghrébin plutôt qu'un cycliste français. En tout cas, c'est pas clair avec Sandrine Rousseau. Pas un élu de Reconquête off pour condamner cet acte d'une violence inouïe. Zemmour-Éric, à quand une réaction à la hauteur ? Fernand rétablit quelque peu la réalité. D'abord, ce n'est pas Karim, c'est plutôt Hakim. Déjà, c'est pas très malin, Marine Tondelier, l'élu que vous connaissez tellement bien que vous inversez des prénoms complètement différents. Vous êtes passé à la buvette avec votre collègue Louis Boyard, manifestement. On va laisser Louis Boyard avec son ivresse à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il a professé toute une série d'insanités. Très peu intéressant. On va revenir sur cette affaire de Marine Tondelier. Vous les connaissez les Verts, lorsqu'ils accusent, c'est qu'ils sont en tort. Autrement dit, la violence ne vient pas des militants de Reconquête, mais des Verts. La fameuse inversion accusatoire. Alors, que s'est-il passé ? Il y avait un repas organisé dans un camping de membres de Reconquête. Lorsque les militants d'extrême gauche et Verts ont appris cet événement, eh bien, vous les connaissez, ils ont fait en sorte de venir perturber l'événement. Dans les vidéos que nous nous sommes procurées, on peut voir à l'entrée du camping des militants de gauche scander avec le sens de l'accueil et de la nuance qui les caractérise « Bienvenue les fachos !» Certains n'hésitent pas à monter sur le capot des voitures qui pénètrent à l'intérieur du camping, sans distinguer celles des sympathisants de Reconquête ou celles des clients. Logiquement, le patron du camping et ses salariés tentent de calmer le jeu. Nous avons joint le journaliste de la Marseillaise qui était présent sur place. Selon César Mazouzi, le premier coup de poing émané du propriétaire du camping, excédé par la manifestation, et non d'un militant ou d'un élu zémourien. Selon nos informations, ce ne serait pas le patron mais un membre du personnel du camping qui, excédé de voir le blocage de l'établissement, a fini par en venir aux mains avec les manifestants, parmi lesquels l'élu vert Hakim Bouaksa. Puis le journaliste de la Marseillaise a vu une cohue et plusieurs coups de pied échangés sans qu'il puisse distinguer qui les portait. Le même journaliste évoque un service d'ordre sans précision, mais Reconquête ce soir-là n'en avait pas prévu. Reconquête n'avait aucun service d'ordre à cet événement, affirme-t-on au siège du parti. Bah oui, on peut quand même encore dîner lorsqu'on appartient à un mouvement politique. Pour les Verts, ce n'est pas possible. On ne dialogue pas, on cogne. On est le camp du bien. En face, ce sont les fachos. J'ai l'impression que là encore, il y a un petit problème de terminologie. Les gens qui cognent, qui refusent de discuter, ce sont les fascistes. Et pire peut-être que ce qui s'est passé dans ce camping, le fait divers près de Nantes. En effet, nous avons appris que des militants verts ont saccagé des cultures bio des paysans de la région et des maraîchers. Ils s'attaquent à l'élevage, ils s'attaquent aux cultures, mais ils vont nous faire mourir de faim, ces abrutis. Réunis ce week-end au sud de la Loire, dans le bocage de Saint-Colomban, les activistes des soulèvements de la terre ont pris pour cible une centrale béton et des maraîchages, au nom de la lutte contre l'accaparement des sols et de l'eau. Alors ça, je ne comprends même pas que des gens puissent dire ce genre de bêtises. Qui cultive la terre, si ce n'est des paysans, des maraîchers ? Ils ne s'accaparent pas, ils vous nourrissent. Ils ont commencé par couper l'arrivée d'eau de la centrale avant de marcher sur Nantes. Au même moment, un autre convoi s'est attaqué au maraîchage nantais. En quelques minutes, ces militants arrachent les plantes expérimentales et sèment d'autres plants. Lacèrent les bâches des serres, ravagent une plantation de muguet bio et coupent l'irrigation d'un agriculteur. Sur place, il ne reste plus rien. On détruit nos serres expérimentales en sol vivant et cultures sans pesticides, en toute impunité. Voilà les écologistes. Ce ne sont pas des militants, ce sont des serviteurs d'une drôle de dérive sectaire. Et cela continue jour et nuit dans nos médias. Un véritable pilonnage. Voyez par exemple ce qui s'est passé sur la télévision française. On va devoir déterminer ce qu'on doit garder, dit Salomé Sac. Cette demoiselle n'explique jamais que nous pouvons construire 50 centrales nucléaires en 25 ans, remplacer l'essence par de l'électricité et de l'hydrogène. Ils veulent idéologiquement la décroissance. Cher Philippe Murer, Salomé Sac est une journaleuse sélectionnée par les médias mainstream pour répandre l'éco-anxiété, la peur, afin d'obtenir la soumission du peuple à de nouvelles privations de liberté. La semaine dernière, je vous avais parlé de cet écologiste qui voulait supprimer tout ce qui était inutile, c'est-à-dire que la vie d'avant va disparaître. Tiens, la vie d'avant va disparaître ?
Qui a dit ça? Mais c'est Klaus Schwab, vous avez compris. Les Verts sont le bras armé de Davos, de la mondialisation. Ils sont là pour soutenir toutes les décisions liberticides et anxiogènes de cette institution. Et lorsqu'il y a une guerre, on s'attendrait que les Verts militent pour la paix. Eh bien, pas du tout. Ils soutiennent, puisqu'ils sont de Davos, la guerre à outrance en Ukraine. Ils doivent se pâmer devant BHL. La stratégie ukrainienne est brillante, estime Bernard-Henri Lévy. Il explique par exemple que les incursions à Belgorod étaient géniales. Pour quelles raisons? Ça, on n'a pas bien compris. Par contre, je vous avais dit que même la presse aux ordres était mal à l'aise puisque c'était des milices nazies qui allaient taper sur des cibles non militaires, c'est-à-dire sur des civils. Eh bien, BHL trouve cela vraiment formidable. Étant donné les qualités énormes de BHL en tant que boussole inversée, cette déclaration doit faire frémir pas mal d'Ukrainiens. Nous sommes d'accord, la situation ne doit pas être très favorable à l'Ukraine pour que BHL s'exprime sur tous les plateaux de télévision. Mais il faut reconnaître une qualité à BHL, c'est qu'il ne dit pas que des bêtises. Il en écrit aussi, et notamment dans le journal Le Point. Vous voulez que cette guerre s'arrête? Il faut livrer beaucoup plus de canons, de munitions, d'avions à l'Ukraine. Alors, si j'ai bien compris, il faut faire la guerre, la guerre, la guerre. Mais c'est orwellien ça, la paix c'est la guerre selon BHL. Après le cheval de Troie à l'envers, il faut faire la guerre pour obtenir la paix, alors qu'on sait très bien que ce qui permettrait la paix, c'est justement de peser sur les partis et d'éviter les livraisons d'armes. Alors BHL a son rond de serviette au point depuis de nombreuses années. Il a beaucoup investi dans la presse, et c'est bien le problème, ces milliardaires qui ont cette influence, qu'ils vendent d'ailleurs au plus offrant, et généralement, c'est toujours du côté atlantiste. Quant à Emmanuel Macron, il est sur la même ligne. On l'a vu pas très à l'aise, La contre-offensive de l'Ukraine a commencé pour plusieurs semaines, voire des mois, annonce Emmanuel Macron. Comme je vous l'avais annoncé depuis de longs mois, Emmanuel Macron est marginalisé au niveau de la scène internationale. Nous l'avons vu cornaqué par le chancelier Scholz, comme si les présidents européens avaient peur d'une gaffe, d'une bévue d'Emmanuel Macron. Quand on regarde les sites d'information qui traitent de cette contre-offensive, on sent les envoyés spéciaux pas très sereins sur les succès ukrainiens. Nous verrons bien, nous attendons d'autres nouvelles. Sinon, une dernière, justement brève, nous avons appris, incroyable, Ursula exige une augmentation de 15%, c'est-à-dire 4 700 € par mois en plus, après une augmentation de salaire de 8% déjà en janvier. Idem pour les fonctionnaires de l'Union européenne. Pendant ce temps, l'inflation et austérité sont pour les peuples. Et lorsqu'on apprend que le SMIC va être augmenté d'1%, cela nous donne une idée de combien ces gens-là se gavent. Voilà. Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux, à m'écrire de gentils messages. Bien à vous. Au revoir.